Partie 1, le mot de trop. Le vrai amour ne pèse jamais. Il porte. Rumi. Elle a prononcé ces mots comme on claque une porte qu'on ne veut plus rouvrir. Maman, tu es devenue un fardeau financier. Je suis restée figée. Dans ses yeux, aucune colère, seulement une certitude froide. Elle me disait cela avec la même voix qu'elle utilisait autrefois pour me demander de lui acheter une glace. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'était pas une demande. C'était un rejet. Je m'appelle Madeleine. J'ai 67 ans. Et je pensais avoir élevé une fille avec assez de cœur pour qu'elle ne mesure jamais une vie en euros. Je me suis trompée. Cela faisait 2 mois que je vivais chez elle. Après une opération au genou, j'avais dû quitter mon petit appartement au 4e sans ascenseur. Elle avait proposé que je m'installe provisoirement. J'ai accepté, parce que je pensais que l'amour ne comptait pas les jours. Mais voilà qu'au bout de quelques semaines, les petits signes ont commencé. Le soupir quand je posais une question, le regard quand je laissais une lumière allumée, le silence lorsqu'elle rentrait du travail. Puis cette phrase, cette lame, fardeau. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis repassé en boucle les souvenirs, le jour où j'ai refusé une promotion pour rester près d'elle, le soir où j'ai vendu mon alliance pour payer ses études, les nuits blanches à soigner ses fièvres, ses chagrins d'amour, ses peurs d'enfant. Je n'avais jamais attendu de remerciements, mais je n'avais jamais imaginé être appelée poids. Au matin, j'ai pris une décision, pas une vengeance, un repositionnement. J'ai sorti mon ancien dossier notarié. J'y avais déposé, il y a 10 ans, un testament intégralement à son nom. Mais cette nuit avait changé quelque chose. Elle avait fait fondre l'illusion. Donner tout à quelqu'un qui vous efface, c'est se faire disparaître soi-même. J'ai appelé mon notaire. Bonjour maître, j'aimerais revoir certaines clauses de mon testament. Sa voix calme m'a demandé pourquoi. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai répondu sans trembler. Parce que je viens de comprendre que mon héritage ne peut pas aller là où je ne suis plus respectée. Et toi, t'est-il déjà arrivé de te rendre compte que celui que tu as le plus soutenu est celui qui te considère le moins? Si oui, alors tu sais, parfois l'héritage le plus juste commence par une lettre. Partie 2, le testament révisé. Il ne faut pas avoir peur de changer. Parfois c'est ce qui sauve. Sénèque. Lorsque je suis arrivée au cabinet notarial, tout semblait paisible. Mais en moi c'était une tempête muette. Le notaire, maître Vernier, un homme aux lunettes épaisses et aux gestes lents, m'a accueilli avec chaleur. Que puis-je faire pour vous, Madame Deschamps? Modifier mon testament. Il m'a regardé avec un mélange de surprise et de respect. Car à nos âges, ces décisions ne sont pas anodines. Elles disent quelque chose de ce que nous avons vécu, et parfois de ce que nous avons subi en silence. Nous avons déroulé le document initial. Nom de ma fille, Élodie, bénéficiaire unique de mes biens, de mon assurance vie, de mes objets de valeur. À chaque ligne, un souvenir me revenait. La médaille d'or de ma mère que j'avais promis de transmettre. La petite maison de campagne que j'avais rénovée seule. Le compte épargne que j'avais alimenté pendant 20 ans. Tout cela allait à une femme qui aujourd'hui me faisait sentir de trop. J'ai pris une respiration. J'aimerais créer un legs différent. Vous avez une autre personne en tête? J'ai hésité. Puis j'ai dit, une association qui aide les femmes âgées isolées. Très bien. Et votre fille, vous souhaitez? Je l'ai regardée dans les yeux. Qu'elle reçoive ce qu'elle m'a donné, le minimum. Je n'étais pas en colère. J'étais lucide. Il ne s'agissait pas de punir, mais de transmettre autrement. Pas des biens, mais un message. Le respect est la première condition de l'amour. Lorsque le notaire a validé la nouvelle clause, j'ai ressenti un calme étrange, comme si j'avais repris possession de ma propre histoire. En rentrant, Élodie m'a à peine saluée. Elle était au téléphone à rire. Peut-être parlait-elle de moi. Je n'ai rien dit, mais j'ai posé le dossier du testament sur la table, bien visible, pas pour provoquer, pour annoncer en silence que quelque chose avait changé. Et toi, as-tu déjà senti que tu devais protéger ton héritage, même de ceux que tu aimes? Si oui, tu sais, parfois l'acte le plus fort n'est pas de couper, mais de redessiner les lignes. Partie 3. Le dîner du basculement. Ce qui fait mal, ce n'est pas ce qu'on entend, c'est ce qu'on comprend. Victor Hugo. C'était un dimanche soir. Élodie avait organisé un dîner avec 2 amis, un couple charmant et très réseau. Elle m'avait dit, tu peux rester bien sûr, mais évite de parler trop finance, tu sais. J'avais hoché la tête, pas pour obéir, pour observer. Et j'ai observé. À table, les conversations ont tourné autour de voyages, d'investissements, d'immobilier. Quand Élodie a mentionné ses projets, elle a ajouté en riant « Heureusement que je ne suis pas encore ruinée par les frais de dépendance à un maman ». Tout le monde a ri, même moi, mais intérieurement, une ligne venait d'être franchie. Je n'étais pas une charge. J'étais la femme qui lui avait payé ses premières études,
cautionner son premier prêt, donner sa première voiture. Et ce soir-là, j'étais en une blague, un point de moquerie socialement acceptable, un accessoire de salon. Après le dessert, j'ai rangé les assiettes dans un silence dense. Dans la cuisine, son ami m'a suivi et m'a dit doucement « Votre fille est brillante, vous devez être fière ». J'ai répondu « J'ai été une mère investie ». Mais aujourd'hui, je me demande dans quoi, exactement, j'ai investi. Elle n'a pas su quoi dire. Elle est repartie vers le salon. Dans la nuit, je me suis levée et j'ai noté une phrase sur un papier. Parfois, ce ne sont pas les enfants qui déçoivent. C'est notre aveuglement qui finit par nous faire mal. Je l'ai laissé dans mon carnet, à la page du testament. Le lendemain, j'ai appelé l'association que j'avais mentionnée au notaire. Une responsable m'a parlé d'un projet de résidence intergénérationnelle pour femmes seules. J'ai dit « Je veux contribuer ». Pas juste avec de l'argent, avec du sens. Elle a pleuré. Moi aussi. C'est là que j'ai compris que ma transmission serait ailleurs. Pas dans des murs hérités, mais dans des gestes invisibles qui, eux, ne feraient jamais de moi un fardeau. Et toi, as-tu déjà senti que ton vrai héritage n'était pas dans ce que tu possédais, mais dans ce que tu refusais de continuer à perdre? Partie 4. La signature silencieuse. Certains silences contiennent plus de vérité que 1000 discours. Christian Bobin. Le lendemain du dîner, j'ai rangé discrètement mes papiers dans une pochette. Testament, contrat, documents médicaux. J'avais décidé de signer la version définitive, mais je ne voulais pas le faire dans la colère, je voulais le faire dans la clarté. J'ai passé la matinée à relire chaque clause, chaque ligne, chaque mot. J'ai rayé une phrase qui disait « Pour ma fille adorée » et j'ai simplement écrit « Pour Élodie, selon ce qu'il me reste de foi en l'avenir ». Je ne savais pas si c'était dur ou juste, mais je savais que c'était vrai. L'après-midi, j'ai marché jusqu'au bureau de maître Vernier. Il m'attendait avec le document prêt. « Vous êtes certaine ? Oui. Ce n'est pas une décision contre elle, c'est une décision pour moi. » Il a hoché la tête, et j'ai signé. Le bruit du stylo sur le papier était faible, mais en moi c'était comme un tonnerre étouffé. Je signais la fin d'un cycle, celui où j'existais uniquement à travers ce que je donnais. En sortant, j'ai croisé une vieille dame dans la salle d'attente. Elle tenait une lettre tremblante dans ses mains. Je lui ai souri. Elle m'a dit « Je reviens pour annuler une donation. Ma fille ne me regarde même plus. » J'ai posé ma main sur la sienne. « Alors aujourd'hui, vous vous regardez vous-même. C'est un bon début. » De retour à la maison, Élodie était au téléphone. Je suis passée sans un mot. Elle n'a pas demandé où j'étais allée, mais elle a remarqué l'enveloppe sur la table, le cachet notarial. Ses yeux ont froncé. Elle n'a rien dit. Moi non plus. Le silence ce jour-là avait une force que les mots n'auraient jamais eue. Le soir, j'ai relu mon carnet. Page 18, j'avais écrit « Je ne suis plus la mère qui attend. Je suis la femme qui décide. » Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi sans ce poids familier sur la poitrine. As-tu déjà ressenti cette paix étrange qui vient non pas d'avoir gagné, mais simplement d'avoir arrêté de te trahir? Partie 5. Ce que les autres ont vu. Quand tu changes, ceux qui ne te reconnaissent plus te montrent qui ils étaient vraiment. Carl Jung. Les jours suivants, quelque chose d'étrange s'est produit. Je n'avais rien annoncé, rien expliqué. Mais autour de moi, les regards ont changé. Ma sœur m'a appelé après des mois de silence. « Tu vas bien, Madeleine ? J'ai entendu que tu avais été chez un notaire. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis j'ai dit simplement « Je vais mieux que quand je me faisais toute petite. » Elle n'a rien ajouté, mais j'ai senti une gêne. Elle ne m'appelait pas pour moi. Elle appelait pour l'équilibre, celui du qui reçoit quoi. Au marché, une amie de longue date m'a souri différemment. « On dit que tu fais des démarches importantes. » Je ne savais pas qui parlait, mais je savais que dans ces cercles, l'argent est plus bavard que la mémoire. Et pourtant, je ne ressentais ni honte ni crainte. J'étais droite dans mes pas, car pour la première fois, je vivais sans prouver. Un matin, Élodie m'a tendu une enveloppe. « C'est pour toi, une facture de la maison de campagne. À ton nom, je pensais que tu voulais assumer tes choses maintenant. » Le ton était sec, presque défiant, mais moi j'ai simplement dit « Très bien, je vais m'en occuper. » Et je l'ai fait. Pas pour elle, pour moi. Un silence de territoire redéfini. Élodie me regardait différemment, pas encore avec tendresse, mais plus avec indifférence non plus. Elle savait. Quelque chose en moi avait bougé, et elle ne contrôlait plus ce mouvement. Je n'avais pas crié, je n'avais pas menacé. J'avais agi avec une logique que seule la fatigue rend tranchante. Et toi, as-tu déjà vu les regards changer autour de toi, simplement parce que tu as cessé d'être la version de toi qu'ils manipulaient? Partie 6. L'invitation inattendue. Ouais, les absents ne manquent que quand leur silence devient plus éloquent que leur présence. J'endors mes sons. Une semaine plus tard, une enveloppe beige a été glissée sous la porte de ma chambre. Aucune mention manuscrite. Juste un carton d'invitation.
Célébration de l'anniversaire d'Élodie. Dîner en cercle restreint. Un dîner, sans même une invitation verbale. Un carton comme on envoie à un collègue lointain. Pas une mère. Je l'ai posé sur la table. Je l'ai regardé longtemps. Et j'ai compris, ce n'était pas une main tendue, mais un test. Une tentative de reprendre les rênes, sans rien avouer. Le jour venu, j'ai mis une robe bleu nuit, sobre mais élégante. Pas pour faire bonne figure, pour me rappeler à moi-même que je n'étais pas invisible. En entrant dans la salle du restaurant, les regards se sont tournés. Des sourires polis, des « bonjour Madeleine » tièdes. Mais dans les yeux de certains, un éclat de surprise, car j'étais là, droite, présente, sereine. Pendant l'entrée, les conversations ont évité soigneusement le sujet du testament. Mais les regards, eux, n'évitaient rien. Je n'ai pas parlé beaucoup, mais j'ai écouté, et j'ai entendu, les mots codés, les sous-entendus, les gestes qui cherchent à séduire, influencer, se positionner. Puis, entre le fromage et le dessert, un oncle a dit « Madeleine, tu penses toujours faire ce don à cette association ?» Élodie a levé les yeux, surprise. De quoi il parle? Je n'ai pas sourcillé. Oui, c'est déjà signé. Un silence, un long silence. Quelqu'un a toussé. Une cousine a fait tomber sa fourchette. Et moi, j'ai pris une gorgée d'eau, calmement. Élodie m'a fixé. Pas de colère, pas encore. Mais l'éveil, le choc de la réalité. Elle n'avait plus la main. Était-il déjà arrivé de dire une vérité sans hausser le ton et de voir tout un monde basculer rien qu'à ton calme? Partie 7. Le cadeau que je n'ai pas fait. Le plus grand cadeau que l'on puisse faire est parfois celui que l'on ne donne pas. Paulo Coelho. 2 jours après le dîner, Élodie est entrée dans ma chambre sans frapper. « Maman, on peut parler ?» Son ton était neutre, presque doux, mais son regard trahissait une urgence qu'elle ne contrôlait plus. Je me suis redressée dans mon fauteuil. « Je t'écoute. » Elle s'est assise. Elle a hésité, puis « Tu as vraiment changé ton testament ?» Je veux dire tout changé. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas dramatisé. Oui, ce n'était plus aligné avec la réalité. Tu veux me punir? Non, je veux me respecter. Elle a baissé les yeux, et pendant un moment le silence a rempli la pièce d'une tension plus lourde que tous nos non-dits. Puis elle a repris. Tu sais, j'ai toujours cru que tu serais là, peu importe ce que je faisais. Et tu avais raison, jusqu'à ce que je réalise que être là ne signifie pas se laisser effacer. Le soir même, j'ai ouvert mon armoire, celle où je gardais un écrin bleu. À l'intérieur, une bague en or, offerte par ma mère. Je l'avais toujours imaginée au doigt d'Élodie un jour, mais cette nuit-là, j'ai refermé l'écrin. Je ne la lui donnerai pas. Pas encore. Peut-être jamais. Non par vengeance, mais parce que ce symbole devait être compris, pas simplement hérité. Le lendemain, j'ai contacté l'association. Je leur ai proposé de créer une bourse au nom de ma propre mère. Un legs vivant transmis à des femmes sans soutien, mais pleines de courage. La directrice m'a répondu avec une voix émue. Vous ne changez pas juste des vies, Madame Deschamps. Vous changez le sens de l'héritage. Élodie, elle, m'évitait depuis notre conversation. Elle ne savait plus comment me parler, car elle sentait que je n'attendais plus rien. Et c'est cela qui la déstabilisait le plus. Et toi, as-tu déjà retiré un cadeau que tu avais promis, non pas par rancune, mais pour redonner de la valeur à ce que tu donnais trop facilement? Partie 8. L'héritage du silence. Le silence devient noble quand il protège ce que les mots n'arrivent plus à défendre. Christian Singer. Quelques semaines ont passé. Je vivais toujours dans la maison d'Élodie, mais quelque chose avait définitivement changé. Pas dans les murs, dans l'air. Le respect avait remplacé la routine. La distance avait effacé le mépris. Et moi, j'avais retrouvé ma place en moi-même. Un matin, alors que je lisais sur le balcon, Élodie est venue s'asseoir à côté de moi, sans son téléphone, sans masque. « Maman, je crois que je ne comprenais rien à ce que tu traversais. » J'ai refermé mon livre. Ce n'était pas ton rôle, c'était le mien de ne pas tout donner en me perdant. Elle a hoché la tête, les yeux humides. Tu m'as toujours protégée, même de tes blessures. Peut-être trop. Elle a sorti une feuille de papier. C'est une lettre. Je veux que tu la lises, mais pas maintenant, quand tu seras prête. Je l'ai prise sans la lire. Je l'ai glissée dans mon livre. Pas comme un secret, comme une graine. Quelques jours plus tard, j'ai quitté la maison. Pas dans une dispute, dans une paix choisie. J'ai trouvé un petit appartement proche de l'association que je soutenais. Elles m'ont accueillie comme une des leurs, pas comme une vieille, pas comme un fardeau, comme une femme. Et dans cette nouvelle vie, j'ai redécouvert une chose que j'avais oubliée. Je n'étais pas qu'une mère, j'étais une personne entière, avec une voix, un espace, un futur. La lettre, je l'ai lue un soir de pluie. Elle disait « Tu m'as appris à donner. Mais c'est en te regardant reprendre ton souffle que j'ai compris ce que ça coûte. Je suis désolée, et je te vois. Enfin, Élodie, je ne sais pas ce qu'elle recevra un jour de moi matériellement,
mais je sais déjà ce que je lui lègue vraiment, le droit de poser ses propres limites. Et toi, as-tu déjà compris que ton plus grand héritage n'était pas ce que tu laisses derrière toi, mais ce que tu inspires sans rien dire,